La première pierre de la cathédrale Notre-Dame de Paris fut posée en 1163 en présence du roi Louis VII par le pape Alexandre III, alors réfugié à Sens. C'est en effet au milieu du XIIe siècle que fut prise la décision de construire à la place de Saint-Étienne une nouvelle cathédrale, beaucoup plus longue et plus haute que l'ancienne, comme le permettaient les nouvelles techniques architecturales qui commençaient alors à être employées, celles du style ogival, communément appelé gothique de nos jours. Au cours de la Révolution française, de nombreux actes de vandalisme visèrent la cathédrale. Les rois de Juda, de la galerie des rois de la façade, furent décapités et enlevés. On croyait qu'il s'agissait des rois de France, représentés pour exalter la monarchie capétienne. Peu après la signature du Concordat en 1801, la cathédrale fut rendue au culte. On procéda rapidement à quelques réfections d'urgence, si bien qu'en décembre 1804, Napoléon Bonaparte put s'y sacrer lui-même empereur des Français en présence du pape Pie VII. Le peintre Jean-Louis David a éternisé ce couronnement dans un tableau visible au musée du Louvre. Après la tourmente révolutionnaire, la cathédrale a subi, de 1844 à 1864, une restauration importante, dirigée par l'architecte Viollet-le-Duc. Viollet-le-Duc qui disait « Restaurer un édifice, ce n'est pas l'entretenir, le réparer ou le refaire, c'est le rétablir dans un état complet qui peut n'avoir jamais existé à un moment donné. » C'est ainsi que débute cette grande campagne de restauration, adjointe parfois de modifications de l'architecture générale et notamment la reconstruction de la flèche. La cathédrale Notre-Dame de Paris a fêté ses 850 ans en 2013. Et pour cet anniversaire, la grande dame a reçu deux beaux cadeaux, 8 nouvelles cloches et la restauration complète de son grand orgue. En 1769, la cathédrale comportait 8 cloches dans la tour nord, 2 bourdons dans la tour sud. Plusieurs furent démontés et fondus entre 1791 et 1792 pour fabriquer les canons dont avait besoin l'armée révolutionnaire. Pour les 850 ans de la cathédrale, il fut décidé de recréer la sonnerie de 1769 en faisant couler plusieurs nouvelles cloches maintenant ici installées. Cet anniversaire a aussi été l'occasion d'une révision et d'un nettoyage du grand orgue qui doivent être effectués tous les 20 à 30 ans. Philippe Lefebvre est organiste titulaire à la cathédrale Notre-Dame. Maintenant, c'est Philippe Lefebvre, organiste, qui parle. Le Grand Orgue de Paris est un des plus célèbres du monde. Depuis sa conception au XVe siècle, plus de 50 organistes se sont appropriés ces claviers et perpétuent ainsi la beauté de la musique sacrée. Grâce aux éditions d'orgue qui ont lieu chaque dimanche dans la cathédrale, ce sont plus de 2000 organistes des 5 continents qui ont pu y interpréter des œuvres très diverses. Cet orgue fut l'objet de nombreuses transformations et restaurations, notamment au XVIIIe siècle où il prend ses proportions actuelles. Il trouve sa plénitude symphonique en 1868, après les travaux du facteur d'orgue Aristide Cavaillé-Coll, initié par l'architecte Viollet-le-Duc. Sans cesse modernisé, l'orgue fut notamment électrifié sous le titulariat de Pierre Cochereau au début des années 60. La dernière opération d'envergure consista à informatiser son système de transmission en 1992. Ce fut également l'occasion de restaurer l'instrument en entier dans le but de retrouver les sonorités symphoniques de l'orgue de Cavaillé-Coll tout en préservant les traces antérieures, XVIIe et XVIIIe siècle. La console de Cavaillé-Coll fut donc remplacée en 1992 par une nouvelle console adaptée à ce système de transmission informatisé. Voilà, c'est la console des claviers construite par le facteur d'orgue français Aristide Cavaillé-Coll au XIXe siècle. Et c'est la partie la plus historique de l'histoire de l'orgue de Notre-Dame. Cette console a été faite dans les années 1860 et a rendu bien des services pendant plus de 100 ans, jusqu'à l'arrivée de la fée électrique où elle a été remplacée par un système plus contemporain. Cette console avec les claviers est aujourd'hui entièrement rénovée et avec un système performant de technologie. Donc on associe finalement le patrimoine, la conservation du patrimoine et la modernité.
Ce grand orgue est situé au fond de la nef, devant la magnifique rosace ouest. Cette rosace fut presque entièrement refaite par Viollet-le-Duc lors de la grande restauration du XIXe siècle. Au centre, la Vierge. Et tout autour, on peut voir les travaux des différents mois, les signes du zodiaque, les vertus et les vices, ainsi que les prophètes. L'orgue occupe sur 3 étages la totalité de l'espace situé devant cette rosace, qu'on ne peut donc voir que depuis l'intérieur de l'instrument. Mais en 2012, cet orgue nécessitait une nouvelle remise à niveau. La première phase de cette rénovation a commencé en janvier 2012 avec le remplacement de la transmission informatique. Les ordinateurs avaient déjà plus de 20 ans. Le système informatique de commande des notes et des jeux, resté à l'état de prototype, a été totalement remplacé. L'architecture du nouveau système est établie sur les ressources de l'informatique d'aujourd'hui. La dernière phase a été effectuée en 2014 et a consisté en un démontage général de l'instrument, restauration et remplacement des divers mécanismes et éléments anciens, ainsi que la restauration des tuyaux de façade. Les travaux, effectués entre 2012 et 2014, ont consisté en un relevage avec modernisation technique et non en une restauration approfondie, l'orgue étant considéré comme restauré et abouti au plan musical depuis 1992. C'est à l'atelier Bertrand Cattiot qu'ont été confiés la rénovation et le nettoyage des quelques 8000 tuyaux de cet orgue. C'est un travail énorme, d'une grande technicité et d'une très grande précision dont nous allons vous montrer les principales phases. La dépose des gros tuyaux de façade qui mesurent près de 8 mètres de long est délicate, ces tubes étant lourds et particulièrement fragiles. Ils sont désolidarisés de leur base, puis descendus à l'aide d'un palon électrique. Ensuite, il faut 5 personnes pour le passer par un trou dans le mur afin de l'emmener jusque dans la galerie latérale de la cathédrale où il va subir une série de vérifications. Les tuyaux de façade nécessitent une restauration en profondeur parce que l'alliage qui avait été employé par Cavaillé-Coll en 1868 s'avère très riche en étain mais manque d'impuretés. J'appelle impureté du cuivre, de l'antimoine, de l'argent ou même de l'or si on veut. Donc ce métal trop pur manque de rigidité. De plus, comme les tuyaux ont une longueur de 24 pieds et qu'ils ne sonnent qu'en 16 pieds, il y a une surlongueur nécessaire pour une question esthétique visuelle. Et pour faire cette surlongueur et pour permettre aux tuyaux de parler, on fait des ouvertures à l'arrière du corps sur une grande longueur de 8 pieds. Et ces ouvertures sont très proches l'une de l'autre, elles étaient faites par Cavaillé à l'époque, et ce qui provoque cette fragilité. Donc on a décidé de reboucher une fenêtre sur 2 pour donner de la rigidité à l'ensemble. Le fait de boucher ces fenêtres n'a aucune influence sur la sonorité du tuyau en finalité. Et ensuite, on désolidarise le pied du corps et les tuyautiers font les interventions nécessaires à sa restauration. On le redresse sur un mandrin. La totalité du travail est faite à la main. Des renforts sont soudés sur les côtés et à l'intérieur de certains tuyaux. C'est Claude qui se charge de cette tâche pour les 52 tuyaux de la façade. Il est assisté par Bernard. Tous deux procèdent d'abord à une consolidation extérieure du tuyau. Donc je vais découper des bandes dans du métal neuf pour pouvoir faire mes morceaux. Donc je découpe avec une griffe pour faire mon débit. Ensuite, je rabote les bords et je vais racler le métal à l'aide d'une lame de rabot pour lui donner un aspect brillant et
faire une finition au racloir d'ébéniste pour avoir un aspect artisanal un peu. On va rapporter une plaque pour renforcer cette partie-là qui est plus faible entre les deux renforts qui sont déjà existants. L'ancien métal s'est oxydé, donc il faut le décaper pour pouvoir faire prendre la nouvelle soudure. Après la consolidation extérieure, il convient de renforcer le pied du tuyau sur lequel repose le poids de l'ensemble. On le restaure car avec le poids du métal, le pied était tordu. Donc je l'ai passé au mandrin, je l'ai redressé et je lui ai mis une plaque à l'intérieur pour le renforcer, une plaque bien épaisse en travers du pied. Et donc là, je suis en train de remonter ce qu'on appelle l'écusson relevé du tuyau. Je fais quelques points de soudure pour tenir la pièce. La peinture, en fait, sert d'isolation pour la soudure. Car si j'ai pas cette peinture, dès que je vais poser le fer, tout va fondre. Là, je vais remonter le biseau. C'est la pièce de plomb qui se trouve entre la partie basse du tuyau conique, ce qu'on appelle le pied, et la partie haute, le cylindre, qu'on appelle le corps. À la fabrication de cette partie-là, le biseau, le tuyautier a noté la note correspondante au tuyau. Donc là, on voit mi bémol, montre 16 pieds. Ici, il faut laisser ce qu'on appelle la lumière pour que le son se produise avec le cylindre qui est au-dessus. Je remplis de soudure tout le tour pour que ce soit bien étanche et que l'air passe seulement devant dans la lumière. Voilà. Je crois qu'il y a des gouttes. Une fois le pied et le corps renforcés, ces deux parties sont ressoudées ensemble. La soudure doit être à la fois solide pour que l'ensemble tienne, mais aussi étanche pour la qualité de la tonalité. Cette opération demande beaucoup de minutie et de temps. On le transporte une nouvelle fois à la tribune et pour ce faire on repasse dans la galerie, dans la pièce d'entrée et on passe le tuyau à travers un trou qui a été fait il y a déjà de nombreuses années à cet effet. Une fois sur la tribune, on le sangle et on va le mettre en place à l'aide de 2 palans électriques. Le tuyau est soutenu en partie haute grâce à une tige filetée et un écrou, et il repose sur sa base au niveau du pied. Levez encore un peu. Encore un peu. Là. Oui. Voilà, c'est bon. En parallèle à la rénovation des grands tuyaux, d'autres membres de l'équipe des ateliers Catio procèdent au nettoyage des tuyaux plus petits.
Là, nous sommes dans la phase du nettoyage des tuyaux. Donc chaque tuyau a été passé au compresseur et ensuite aspiré. Dans un troisième temps, on passe un chiffon légèrement humide pour décoller les dernières poussières. Donc ce sont des tuyaux à calotte mobile et on vérifie l'étanchéité au niveau de la calotte pour éviter que par le simple poids de la calotte, les calottes retombent. Donc il faut rajouter par moment du papier. C'est ce que je vais faire sur ce tuyau parce qu'elle est un peu trop mobile. La calotte permet en fait de boucher le tuyau et en bouchant le tuyau, on le fait sonner une octave plus bas, c'est-à-dire le voici ouvert et si je remets la calotte, eh bien on va entendre une octave plus bas que tout à l'heure. Voilà. Chaque tuyau est marqué à la pointe sèche à différentes époques. Là, on voit donc des marques qui sont certainement 19e, Ré, Ré dièse, alors que ici, par exemple, on peut penser que Do dièse date du 18e, ainsi que La dièse. Voici un tuyau de Cavaillé-Coll, donc 1868. On peut remarquer, si on le compare à un tuyau à peu près identique, qui est de Clicquot, que les alliages ne sont pas tout à fait les mêmes, les couleurs ne sont pas les mêmes, le pied est plus noir, plus foncé chez Clicquot et moins foncé chez Cavaillé, ce qui veut dire que là on a plus de plomb que dans l'autre cas. Ici c'est du 10% de plomb, là ça va être 30% de plomb, et l'étain n'est pas tout à fait de la même couleur, mais c'est un étain très riche aussi chez Cavaillé, et on voit que là il y a une marque manuscrite sur le pied, PF, et on va retrouver sur le haut du corps ces mêmes marques PF mais poinçonnées. Ça c'est typique de l'époque de Cavaillé et de la marque de fabrique de Cavaillé-Coll. Après la révision de tous les tuyaux, c'est la mécanique de transmission qui a été vérifiée. Certaines pièces anciennes ont pu être réutilisées après remise en état. Ce sont des équerres de notes qui transmettent le mouvement du clavier, par exemple de vertical à l'horizontale, dans un sens à l'autre. Donc à chaque fois, il y a des garnitures en cuir qui avaient été changées et je reperce avec le bon diamètre. Toutefois, un certain nombre de pièces mécaniques trop abîmées doivent être refaites entièrement à la main. Nous refaisons des liaisons mécaniques anciennes qui sont usées, comme on peut le voir. Donc on repart de laiton, de tiges de laiton, que l'on coupe, que l'on filette à un bout si nécessaire, et que l'on boucle avec des pinces pour refaire les anneaux qui permettent de les assembler l'une à l'autre. Après, on peut les assembler en y mettant des écrous de cuir. Traditionnellement, la soufflerie est constituée de grands soufflets qui devaient autrefois être actionnés à la main ou au pied par des assistants. Avec l'arrivée de l'électricité, les souffleurs ont été remplacés par un ventilateur électrique. L'air sous pression, que l'on appelle le vent, est envoyé vers plusieurs réservoirs à soufflet. Le vent est ensuite distribué à l'ensemble des sommiers à l'aide d'un réseau complexe appelé porte-vent. Il s'agit de canaux, traditionnellement en bois, carrés, rectangulaires, adaptés aux besoins en air des sommiers qu'ils alimentent. En 2014, la soufflerie a aussi été l'objet de plusieurs modifications. L'ancien ventilateur, qui datait de plus de 20 ans, a été remplacé par un compresseur moderne et quelques réparations ont été effectuées sur les soufflets.
Nous sommes au milieu du système de soufflerie. L'air est stocké à l'intérieur du soufflet ici, qui se soulève sous l'effet de la pression. Et le gosier qui est là sert de lien entre le soufflet et le porte-vent qui amène l'air à l'intérieur du sommier, qui lui va, grâce au système des soupapes, amener l'air jusqu'au tuyau. Le gosier a été sorti pour changer les pots qui se trouvent ici, parce qu'elles étaient usées à force d'aller et venir. Les commandes qui font le relais entre le clavier et ce qu'il est convenu d'appeler les machines de notes sont électriques depuis 1992. Elles ont été révisées en 2014 et toutes les machines de notes ont été changées. Donc les ordres arrivent des claviers par un circuit électrique qui est donc connecté aux machines de notes. De ce câble arrive donc un courant électrique qui va commander en fin de compte des petites bobines, des électroaimants, qui vont actionner en fin de compte cette machine de notes. Ce système fonctionne par soufflet à écrasement. Donc il faut s'imaginer que la boîte est complètement fermée, que de l'air est sous pression. Et en fin de compte, quand l'ordre est donné, le petit électroaimant libère la soupape qui sert à écraser le soufflet, qui lui-même va tirer donc la mécanique qui vont directement au sommier pour aller tirer la soupape de la note. Ici, nous arrivons donc dans la laye, où en fait cela correspond à une note par plan sonore. Il y a donc 6-7 plans sonores. Donc en fin de compte, vous avez la pédale, le solo, le grand chœur, le grand orgue, le positif, le récit et le plan sonore de la résonance. En fait, pour chaque sommet de chaque plan sonore, il y a une machine de notes. Au total, il y a 16 machines de notes. Donc là, nous sommes au-dessus de la laye. Et pour pouvoir tirer vers les différentes sonorités, nous avons donc les registres qui communiquent avec la chape. Et en fin de compte, avec le tirage de jeu, on ouvre et on ferme le jeu. Fermeture, ouverture. Donc voilà. Donc là, ici c'est donc la chape. C'est ici où en fait ça reçoit en fin de compte le tuyau. Sur chaque trou, donc il y a un tuyau. Donc maintenant, ça pourrait être la voix off de Philippe Lefebvre. L'orgue de Notre-Dame de Paris est utilisé aujourd'hui comme un instrument contemporain et il existe un réel conflit entre les préoccupations de conservation patrimoniale et les contraintes liées à l'utilisation de l'instrument. Ceci a conduit à poser la question d'une évolution technique du tirage des jeux, dont la majorité, 80%, était basée sur l'emploi des machines pneumatiques de Cavaillé-Coll. Ces machines se sont fatiguées à un rythme accéléré et, après 20 années d'observation, il s'est avéré nécessaire de mettre en œuvre un autre système de transmission. On a conservé les anciennes machines pneumatiques, cette très belle machinerie avec ses impressionnants trajets de transmission d'Aristide Cavaillé-Coll, mais elle n'est plus opérationnelle. La transmission consiste maintenant à placer sur les registres un système à vérin pneumatique qui donne une plus grande précision au jeu de l'organiste. Par ailleurs, il a été décidé de donner à cet orgue des capacités sonores supplémentaires en lui ajoutant un 6e plan de résonance. On se trouve ici dans l'une des boîtes de résonance, un nouveau plan sonore qui sera installé pour donner l'orgue un peu plus de possibilités sonores. Les jeux qui sont disposés ici et de l'autre côté il y a une boîte similaire. On peut jouer sur n'importe quel clavier et le pédalier. L'ouverture ou la fermeture des volets, avec ça l'organiste peut augmenter ou diminuer le son par rapport aux autres plans sonores. C'est actionné par une sorte d'accélérateur qui se trouve à la console et transmis électriquement à cette boîte qui va être branchée avec un mécanisme sur les volets qui s'ouvrent et qui ferment.
Maintenant, on se trouve sous le plan sonore dont je parlais tout à l'heure. Je vais ouvrir la laye. Et là, on s'aperçoit que la traction de la touche jusqu'aux soupapes est électrique. C'est-à-dire il y a tout de suite un lecteur-aimant qui tire quand le contact à la touche est établi et qui ouvre la soupape. Et l'air peut rentrer dans la gravure pour alimenter les tuyaux des jeux qui sont tirés. Ce 6e jeu est donc entièrement nouveau. Tous ces éléments sont neufs.